pu entendre la carte blanche de Jean-René Le Cerf qui porte et commente aussi ce travail en cours que le Conseil porte aujourd'hui sur les invités intermédiaires, qui est en résonance avec les échanges que l'on a eus et que l'on aura encore. Je vous le disais, on regarde cette transformation de l'offre à l'œuvre dans le champ du handicap, dans le champ du grand âge. On l'a vu à l'échelle des structures, on le verra tout à l'heure en début d'après-midi au niveau des services et de leur plateformisation, comme on dit, des approches coordonnées. Mais il y a aussi les personnes, les personnels qui sont aussi acteurs de cette transformation, qui ont des places à y trouver, à y consolider. Et c'est le cas notamment des aidants. Ces aidants qui sont une courroie de plus en plus présente dans l'offre, mais souvent encore mal lotis dans les politiques publiques, dans le champ du handicap et dans le champ du grand âge. Alors comment cette transformation peut être l'occasion pour ces populations d'aidants de trouver une place nouvelle et d'être mieux outillés dans l'expertise qui est la leur? On va en discuter tout de suite dans ce nouveau temps de débat. Alors pour en parler avec nous, 5 invités que je vais vous présenter tout de suite. Olivier Giraud, bonjour. Merci d'être avec nous. Sociologue, chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique CNRS et au CNAM, membre du conseil scientifique de la CNSA. Vous suivez le sujet en France, dans d'autres pays aussi, et notamment une étude récente que vous avez portée sur la monétarisation de ces personnes aidantes. On en parlera. Aurore Pélissier, bonjour. Économiste de la santé, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne. Vous avez conduit un travail éclairant sur la réalité des charges et de ce que vous appelez les coûts cachés de parents d'enfants en situation de handicap. Vous avez regardé aussi des enfants atteints de maladies rares et vous nous direz un peu ce que ça dit et surtout la manière dont ça permet de penser justement la place et l'accompagnement de ces personnes autrement. Corinne Rougerie, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Tours, responsable pédagogique du DU, le premier DU consacré au case management et parcours complexe. On verra justement comment ces acteurs tant sollicités mais si peu visibles peuvent aussi être des interlocuteurs par rapport justement aux aidants. Emmanuelle Merveille, bonjour. Vous êtes infirmière, coordinatrice de la plateforme des aidants du Sud et de l'Est Charente, une plateforme qui travaille de manière assez forte à repenser à la fois l'appui et le soutien aux aidants sur le territoire. On verra comment. Et Jean-François Clien, bonjour. Vous êtes président, parents, personnes concernées, président de l'ADPI 29 dans le Finistère, une association de parents de personnes concernées qui se mobilise et qui a lancé en 2018 une réflexion puis qui est devenue un projet vraiment singulier après parents qui travaille sur l'accompagnement des parents vieillissants, aidants et comment est-ce qu'ils peuvent justement être accompagnés et envisager l'après pour eux et pour les personnes qu'ils accompagnent. Je voudrais qu'on commence en essayant de situer le rôle, de situer aussi les détresses de ces populations d'aidants aujourd'hui. Olivier Giraud, le conseil scientifique de la CNSA a apporté il y a quelques mois un avis, c'était son deuxième avis, sur les aidants, la place des aidants, en essayant de regarder un peu quelle était cette population d'aidants, en s'appuyant sur les chiffres de l'adresse qui sont sortis, et on retrouve les chiffres qu'on voit régulièrement, de 9 à 11 millions de Français qui sont aidants dans le champ de l'âge et du handicap. C'est des chiffres que vous regardez avec un peu de distance vous-même. Pourquoi ça et en quoi est-ce que vous dites qu'il faut peut-être les mesurer, ces chiffres-là? Disons que je suis un peu tiraillé quant à des indicateurs de cette nature, parce que quand on arrive à une population de 9 à 11 millions de personnes, d'un côté, je pense que c'est un signal fort qui indique que les politiques de l'autonomie, c'est les politiques de l'ensemble de la population, en fait. Donc je pense que de ce point de vue-là, un tel indicateur, ça frappe les esprits et ça passe ce message-là, donc c'est important. Et en même temps, je trouve que ça a le défaut d'amalgamer toute une série de situations qui sont très différentes. Entre la personne qui va de temps en temps faire un petit brin de ménage, quelques courses, et qui va rendre un service administratif, à la personne qui est cohabitante et qui a une charge de travail toute la journée, toute la nuit auprès d'une personne et dans la diversité des accompagnements pour les toilettes, pour le nourrissement, pour les soins de toute nature. Je pense qu'on amalgame des choses qui sont vraiment très différentes.
Et là, pour le coup, je trouve que ce type de chiffre ne nous aide pas forcément. Je pense que ça masque l'acuité des besoins qui sont ceux des personnes qui sont voilà, en situation de cohabitation notamment ou de grande proximité avec des personnes qui sont en forte perte d'autonomie, et notamment dans le cas du handicap, c'est aussi très important. Et puis ça donne tout d'un coup une masse qui fait que les politiques publiques se retrouvent un petit peu très perdues à aider autant de personnes de la même manière. Et ça, c'est peut-être un peu aussi le danger d'un indicateur comme ça. C'est l'idée que face à une telle population, qu'est-ce qu'on peut faire finalement, hein, la masse est tellement importante, les besoins sont tellement massifs que ça peut donner effectivement l'illusion qu'on ne peut pas faire grand-chose face à une réalité comme celle-là. Or, je pense que, et c'est notamment l'avis du conseil scientifique, hein, je pense je peux plaider un petit peu pour notre paroisse, je pense qu'on a pas mal insisté sur précisément l'enjeu, l'importance de différencier les cas et d'essayer de repérer les situations. Vous travaillez sur les cas complexes, je pense que vous en direz quelque chose tout à l'heure. Mais voilà, repérer les situations où les personnes sont véritablement extrêmement chargées par la relation d'aide et avec tout ce que ça implique. Aurore Palissier, on va dire quelques mots du travail que vous avez conduit sur ce que sont ces tâches et ce que sont ces coûts cachés. Mais je voudrais vous faire réagir un peu à ce que dit Olivier par rapport aux personnes que vous avez suivies dans cette enquête-là, qui sont des parents de personnes en situation de handicap. Dans quelle mesure ils se conscientisent, ils se disent, ils se définissent aidants eux-mêmes ? Oui, alors effectivement, au départ, j'aurais tendance à dire que non, ils ne se définissent pas comme aidants parce qu'ils sont parents. Et être parent, c'est embrasser une diversité de tâches très importante. Il faut aussi replacer le contexte un petit peu particulier de l'étude, qui est quand même un contexte de handicap rare et maladie rare, où il y a une forte errance diagnostique et où les parents ne sont pas toujours positionnés dans le champ du handicap tout de suite, en fait. Et donc, ils y arrivent aussi progressivement. Donc ça, c'est aussi un point important, cette errance diagnostique qui va jouer sur leur positionnement. Ensuite, plusieurs explications, parce qu'il y a des difficultés à connaître et reconnaître l'aide apportée par les parents. La première, c'est cette frontière floue, effectivement, entre ce que je fais en tant que parent et ce que je fais en tant qu'aidant, jusqu'à un certain âge. C'est flou parce que pour les parents, ils ont du mal à décrire réellement à quel moment ils sont aidants et non plus parents. Par exemple, effectivement, lorsque j'habille mon enfant ou que je fais sa toilette, jusqu'à un certain âge, à quel moment je suis dans le rôle de parent, à quel moment je suis dans le rôle d'aidant. Et quand il y a une situation de handicap pour un enfant, c'est par exemple parce que ça me prend plus de temps ou ça me demande plus de guidance. Après, à un certain âge, bien évidemment, en fait, je ne devrais plus le faire. On parle des politiques pour les personnes âgées qui viennent pallier à la perte d'autonomie. Ici, en fait, on est plutôt sur une absence d'autonomie ou une autonomie qui ne se fait pas ou pas complètement avec l'âge. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est parce qu'on a du mal, effectivement, aussi à reconnaître dans la façon dont on appréhende l'aide jusqu'à présent, au travers des activités de la vie quotidienne, des activités instrumentales de la vie quotidienne. Quelle est l'aide apportée par les parents ? Ça ne colle pas aux typologies actuelles, à la façon dont on vient quantifier justement ce qu'est l'aide, sa nature, sa diversité et son intensité, la façon de la mesurer. Le deuxième point, il est très lié au premier, comme c'est très en lien avec la parentalité, eh bien c'est naturel d'aider son enfant. C'est naturel et en plus, je vais reprendre les mots d'une maman dans une exposition photo qu'on avait faite qui dit « mais je n'ai pas le choix non plus de toute façon ». Et donc c'est naturel et d'ailleurs ce terme d'aidant naturel, il fut utilisé pendant un temps pour qualifier ces aidants familiaux. C'était des aidants naturels, il est tout naturel d'aider son enfant. Et la troisième explication, c'est aussi la non-reconnaissance des personnes autour de ses parents dans leur position d'aidant et notamment des aidants formels. Et ce terme n'est pas anodin, ils sont aidants formels, ils sont rémunérés pour un certain nombre d'activités bien identifiées, alors que les parents aidants les positionnent comme des aidants informels, effectivement, c'est caché. Et là, on est dans la boîte noire du ménage. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, de ce côté-là, eh bien, c'est difficile pour les parents
de se reconnaître comme aidant, ça vient progressivement. Nombre de parents nous ont dit, en fait, au fur et à mesure. L'adolescence est un moment clé pour Voilà, l'adolescence est un moment clé. Je me reconnais comme aidant, maintenant je suis vraiment aidant. Et je me rends compte qu'avant aussi, je l'étais, mais je ne savais pas le dire et le décrire. Ce qui est intéressant, donc, c'est l'étude que vous portez. Elle travaille véritablement à essayer de définir ce que sont les tâches justement de ces aidants. Vous avez défini différents types d'aides. La majorité des aidants participent à 10 sur les 15 aides que vous avez positionnées. Dans 80%, ils sont engagés dans l'administration, 70% dans du médico-éducatif, 70% se déclarent comme taxi, parce que le transport est clé, 70% comme coordinateur, 60% comme secrétaire. Important, dans 8 cas sur 10, ces aidants disent ne pouvoir se faire remplacer sur les tâches qu'ils effectuent. Et ça, c'est très important, parce que l'une des valeurs ajoutées de cette étude que vous portez, c'est de regarder les différentes tâches, mais surtout de regarder dans ces tâches lesquelles sont vraiment contraignantes, lesquelles sont, comme disait Olivier, nécessitent de l'accompagnement et celles qui se font plus naturellement. Comment est-ce que vous pouvez mesurer la différence d'importance de ces tâches et l'isolement des aidants par rapport à cela? Alors ça, c'est pas évident, effectivement, parce que, vous l'avez dit, déjà, il y a un socle d'aide qui est déjà très, très élevé, très important. En tous les cas, dans la population qui a répondu à notre enquête. Donc, ça, c'est un point important. Ça veut dire que la charge, déjà, est importante. Le nombre de besoins d'aide est important. Et en plus, il s'inscrit dans la chronicité. Ça aussi, c'est un point important à mettre en évidence. Pour le mesurer, il faut, en fait, qu'on aille un petit peu au-delà de ce qu'on fait, mais c'est le cas quand même dans la littérature et pas que dans notre travail, mais ne plus nécessairement compter un nombre d'heures. En fait, se dire que apporter de l'aide, c'est pas seulement apporter 1 heure à un moment précis, et donc c'est comprendre déjà quand est-ce que l'aide intervient, et notamment sur des petites actions infinitésimales qui, en fait, une fois qu'elles s'empilent, font un temps conséquent durant la journée. C'est aussi de l'aide qu'on peut faire en parallèle. Donc c'était mettre en évidence aussi le fait que l'aide, ce n'est pas nécessairement un temps circonscrit où je suis uniquement aidant. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que derrière, si on essaye de mesurer l'intensité uniquement par le temps d'aide, pour les parents, c'est 24 heures sur 24. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 24 heures sur 24 fois un quotient monétaire pour avoir le dédommagement? Dans ce cas-là, les chiffres vont s'envoler, c'est certain. Donc, on peut aller au-delà et s'intéresser à la charge ressentie. Et cette charge ressentie, notamment, elle est très élevée sur le fait de devoir s'adapter tout le temps, avoir ce sentiment-là, je dois m'adapter tout le temps. Je suis le référent unique, je suis la personne référence et donc, du coup, c'est difficile justement de me substituer. Et j'ai toujours quelque chose en tête. Et ça, on voit bien que, effectivement, c'est pas circonscrit dans le temps. Et on peut aller au-delà aussi pour s'intéresser au vécu et se dire, ok, parfois, il y a des activités qui me prennent du temps, mais je les vis relativement bien. Et c'est ce que nous disent des parents au regard d'activités qui peuvent pourtant être chronophages ou intenses physiquement, mais ils y éprouvent du plaisir parce que ça leur permet aussi d'avoir une relation avec leur enfant. Et par contre, ce qui est ressenti comme difficile notamment, c'est faire des dossiers administratifs, notamment le dossier MDPH, parce que c'est très complexe, ça demande énormément d'anticipation de la part des parents, et la surveillance diurne et nocturne. 2 activités typiquement qu'on ne peut pas quantifier avec un nombre d'heures. Je voudrais qu'on regarde quelques images de cette expo photo. Vous avez voulu vraiment restituer ce travail de recherche avec des conférences, avec des vidéos et notamment une expo photo, et on voit certains de ces parents avec des phrases qui disent véritablement leur réalité d'aidance. Les photos sont belles et les phrases sont fortes. Et voilà, cette expo photo, elle est itinérante, mais c'est bien, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de les commenter parce qu'elles sont en écho, elles sont en résonance de ce qu'on se dit ici et de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Un mot par rapport à cela, parce qu'on voit les situations, on voit aussi les aides. Et l'avis du Conseil scientifique dit qu'il y a en effet des plateformes de répit, des solutions qui existent et depuis longtemps. Olivier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces situations
d'accompagnement, notamment la monétarisation que vous avez étudiée à travers ces études, ne suffisent pas véritablement à répondre à la réalité des besoins qu'expriment ces aidants, que ce soit les plateformes de repli, qui ne sont pas tous auxquels il n'y a pas forcément une réponse à la mesure de ce qui peut être apporté, la monétarisation qui est vécue pas toujours très bien. Qu'est-ce qui fait que ces solutions ne répondent pas? Alors, bon, je ne serais peut-être pas aussi catégorique en termes de ça ne répond pas. Je pense que moi, ce qui me frappe beaucoup quand on regarde les situations de perte d'autonomie ou de non-construction de l'autonomie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le parcours des enfants en situation de handicap, c'est la grande diversité des situations et une multidimensionnalité des situations. On pourrait penser qu'avec de l'argent, avec des ressources, tout se résoudrait, mais ce n'est pas le cas. On voit parfois des ménages qui sont, nous, en tout cas c'est le résultat de notre analyse, de notre enquête auprès d'un grand nombre d'aidants monétarisés. Donc on a pu entrer dans des ménages parfois très modestes, où les prestations financières qui venaient, peu importe de l'APA ou de la PCH, peu importe, étaient de faible volume ou de faible niveau. Mais en réalité, en dépit de ces problèmes de revenus, il pouvait y avoir des solidarités familiales tellement fortes, une capacité à mobiliser, à répartir l'aide, à permettre du coup du repos, du répit, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués, qui faisait qu'en réalité, la situation d'aide, elle n'était pas si difficile que parfois pour des ménages où on a l'impression que parce qu'il y a un confort matériel, parce qu'il y a des revenus, bah, ma foi, les choses vont se solutionner avec de l'argent. Bien sûr qu'avec de l'argent, on peut parfois acheter des services, on peut faire un certain nombre de choses, mais en réalité, souvent, ça ne résout pas tout quand il y a juste une, deux personnes aidantes autour d'une personne et avec cette charge. Vous parliez de coûts infinitésimales. Bon, bah, je pense que c'est aussi la charge mentale, hein, le souci de savoir est-ce que les services sont passés, est-ce qu'ils sont passés à temps, est-ce que c'est la bonne personne qui est arrivée, etc. Tout ça, ce sont des charges qui sont très lourdes pour les aidants. Donc moi, ce qui me frappe, en fait, c'est... Enfin, ce serait des besoins de solutions sur mesure, j'ai envie de dire. Hein. Et comme on est dans des politiques sociales où on cherche aussi, et c'est normal, à combattre les inégalités, notamment les inégalités territoriales. Hein. Lutter contre les inégalités territoriales, c'est une des missions de la CNSA. Essayer de fournir finalement des services et un soutien équivalent sur l'ensemble du territoire français et à l'ensemble des ménages qui sont confrontés. Oui, c'est une belle mission, mais c'est une mission qui est extrêmement difficile, eu égard encore une fois à la multidimensionnalité de ce que ça veut dire finalement que s'affronter d'une situation de perte d'autonomie. Je voudrais de ces constats-là, qui sont bien résumés par vous deux, on aille voir aussi le champ des possibles qui s'ouvre aussi pour l'intégration de ces aidants, qui sera un enjeu central de la transformation de l'offre, à travers quelques expérimentations, dispositifs qui se mettent en place. C'est l'enjeu de ces rencontres. En commençant en allant en Charente avec vous, Emmanuel, et vous avez mis en place en Charente une plateforme de soutien aux aidants. Alors, ces plateformes, elles se sont déployées dans beaucoup de territoires, suite au plan Alzheimer et avec des modalités et des cadres différents. Il y en a deux en Charente, vous c'est le sud et l'ouest de la Charente que vous accompagnez. Et vous avez pensé cette plateforme avec la volonté d'accompagner les aidants à la mesure de la réalité de leurs besoins et de leur situation, ce qui fait écho avec ce que Aurore et Olivier disaient, un vrai dispositif d'écoute, d'accompagnement gradué. Et pour cela, il y a une équipe mobile qui a été créée dans votre cellule Entraide. C'est un binôme de professionnels. Il y a une assistante sociale en gérontologie et un psychologue qui interviennent. Comment est-ce qu'ils interviennent et en quoi est-ce que ça permet de répondre à la variété des situations et des besoins qui s'expriment? Alors déjà, ils interviennent sur un principe d'aller vers, c'est-à-dire que c'est complètement, pour beaucoup, antinaturel pour un aidant d'aller chercher du soutien pour lui-même, parce que sa préoccupation, c'est l'accompagnement de son proche. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt les professionnels qui gravitent autour de la situation de l'accompagnement du proche qui vont demander aux aidants s'ils sont d'accord pour qu'on les contacte. Et donc, c'est nous qui allons vers eux dès la prise de contact finalement, et puis ils vont... Du coup, ils sont prêts, ils ont donné leur accord. Et là, on va entrer en relation, en fait. Et cet aller vers, c'est par le respect aussi d'un des principes du service qui est on n'ajoute pas de contraintes.
Donc si on n'ajoute pas de contraintes aux aidants, c'est nous qui assumons les contraintes. Et donc on a un service, un binôme de professionnels qui va complètement s'adapter aux situations. Donc déjà en allant principalement faire des visites à domicile, parce que le déplacement en soi est une première contrainte qui est majeure, surtout dans des territoires ruraux dans lesquels on est implanté. Et ensuite, finalement, c'est vraiment une approche humaniste dans laquelle on va être, nous se positionnant comme une boîte à outils du territoire qui est très étoffée avec l'ensemble de la dynamique qui soutient les aidants en Charente, un véritable travail partenarial important, et dans le respect en fait, de l'expertise expérientielle des personnes. Et finalement, en s'adaptant, on va pouvoir graduer nos réponses avec finalement 3 fonctionnements qui se travaillent avec les aidants en fait. On discute ensemble. D'abord un niveau de veille, j'ai envie de dire. On répond, il y a quelques questions. Les personnes sont en capacité de venir nous solliciter s'il y a une nouvelle problématique qui se crée. Et eux vont recevoir Chemin d'aidant, qui est une revue de la paire aidance, faite par les aidants pour les aidants, avec chaque fois un thème et l'agenda des ressources. Trimestriel, 62 pages. Donc, qui est magnifique, que vous pouvez trouver en ligne, voilà. Et donc, qui va permettre, c'est un véritable outil de prévention et d'accompagnement qui va permettre d'asseoir une certaine constance dans la présence du service et des dispositifs. Donc avec 2 effets, je ne suis pas seule, il n'y a pas rien, ce qui est déjà un minimum assez apprécié. Ensuite, on a la cellule soutien, qui est finalement pour des situations qui sont assez stables. Le fait que nous allons quand même refaire des prises de contact assez régulièrement, on essaye au minimum tous les 3 mois pour voir si tout va bien. Parce que, et l'aidant l'aura convenu, c'est pas forcément évident de prendre le téléphone pour dire que là, c'est compliqué. Donc nous, on va régulièrement prendre des nouvelles. Et puis, il y a le niveau d'accompagnement, où là, on est beaucoup plus proactif sur des situations qui ne sont pas stables, qui ont des niveaux de complexité importants, et pour lesquels on peut mettre en place toute une palette en fait dans nos propositions qui va être complètement individualisée. Et je suis vraiment d'accord sur le fait que chaque situation est unique. Ça peut être aussi bien mieux comprendre des fois un comportement de son proche qui est très déstabilisant. Ça peut être aussi aider progressivement à accepter des aides, accepter le tiers en fait. Bien souvent, on est le premier tiers qui arrivons dans les situations aussi. Sur une modalité d'accompagnement, parce qu'il peut y avoir des rencontres, des évaluations. Je vous ai dit, les orientations sont faites par les partenaires. Et ce travail-là, il se fait vraiment en nuances, dans le respect des temporalités de chacun. Pourquoi un binôme d'intervenants? Parce qu'il y a l'espace d'expression et de soutien de l'aidant, mais aussi de la personne qui est accompagnée, qui est à respecter, et ensemble de travailler en fait au possible, aux envies, et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, parce que dans la boîte à outils, on n'a pas la baguette magique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce niveau d'intervention centré véritablement sur l'écoute, centré sur l'écoute graduée, centré sur la non-intervention, c'est-à-dire que vous accompagnez véritablement, vous ne faites pas à la place d'eux. Et puis derrière, il y a la réponse possible à apporter. Et cette réponse, vous l'avez pensée de manière très territorialisée, avec une cellule de solidarité collaborative, comme vous l'appelez. C'est 200 partenaires sur le territoire. Alors, il y a des entreprises, il y a des associations qui sont des structures qui, chacune à un moment, ont une problématique d'aidance et vous les avez révélées et mises en réseau, en lien. Vous travaillez le territoire, si on peut dire, avec des forums, avec vos publications, pour que l'ensemble des partenaires possibles s'ouvrent et que vous puissiez orienter les aidants, pas que sur vous, pas que sur l'expertise professionnelle, mais l'expertise territoriale véritablement. Il y a un lieu qui est intéressant qui symbolise ça, on va voir quelques images, c'est un tiers-lieu que vous avez créé dans un ancien EHPAD d'ailleurs. On voit les images de ce tiers-lieu-là. Comment est-ce qu'il fonctionne et en quoi est-ce qu'il est emblématique de cette approche là aussi ouverte et là aussi territorialement en ressources et pas qu'en expertise? Oui, en fait,
dans cette idée que les personnes sont expertes de leur situation, les professionnels aussi, les contextes sont très compliqués et même si aujourd'hui on tente de se donner un meilleur horizon, on sait que ça ne va pas s'arranger tout de suite, voire se complexifier, et l'idée d'avoir un lieu ressource, un lieu outil, un lieu refuge à disposition finalement des citoyens, qu'ils soient aidants, accompagnés, professionnels d'accompagnement. Des fois, on est les trois, selon comment on tourne les prismes. Mais de voir de ce lieu, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ensemble, comment on a envie de l'investir, qu'est-ce qu'on a envie d'y apporter aussi. Et c'est vraiment un lieu outil, pâte à modeler, à destination de ceux qui en ont besoin, qui en ont envie. Voilà, qui fédère, qui fait émaner aussi des projets, qui est en transformation perpétuelle. Et juste pour reprendre un petit peu, on n'est pas que à laisser faire les gens, on les aide quand même, parce qu'être accompagné, c'est aussi faire avec. Et des fois, remplir un dossier ou autre, on peut laisser le dossier sur la table et puis repartir 6 mois après, il ne sera rien passé. Par contre, ça peut être accompagné même par une psychologue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi quand on remplit ces dossiers-là. Justement, il y a une méthodologie un peu qui s'est développée au fil et à mesure du temps, qui fait l'objet d'ailleurs d'un accompagnement et d'une étude portée par la CNSA. C'est quoi les clés de cette méthodologie d'accompagnement de l'aidance telle que vous la pensez en fait ? Je pense qu'on a envie, enfin nos hypothèses font que si ça réussit et qu'on est toujours dans ces développements et cette adaptation constante, c'est parce qu'on fonctionne en co-responsabilité, en autonomie, mais multiples, diverses, et que le socle finalement de ces fonctionnements sont la confiance. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais comment ça se vit et ça s'exprime et ça se travaille une confiance aussi. Olivier, je voudrais revenir vers vous un petit peu par rapport à ce qui est dit. En effet, on ne va pas intervenir de la même manière auprès de toutes les façons, un petit peu de toutes les problématiques d'aidance qui peuvent se jouer. En quoi ce type d'approche graduée, si je peux dire, et d'intervention aussi qui se fait, vous parle? En quoi ça correspond aussi à des expériences que vous auriez pu voir à l'étranger aujourd'hui et qui vous paraissent inspirantes? Alors moi, je trouve ça très inspirant, précisément le modèle que vous avez développé. Moi, ce qui nous a frappé, nous, dans l'étude, moi je parle toujours à partir du terrain de recherche qui est quand même relativement récent, puis on a eu quand même 60 configurations d'aide avec des aidants qui étaient très très investis, donc un travail qui nous a donné quand même une diversité de situations. Et ce qui m'a frappé, c'est le degré d'isolement qui est très variable des gens. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont vraiment isolés, c'est-à-dire qui sont vraiment en vase clos et qui auraient besoin d'expertise qui viendrait de professionnels et que cette expertise n'est juste pas présente parce qu'elle n'est pas sollicitée, parce que les gens préfèrent, veulent, tiennent à faire tout seul. Et ça, c'est quand même une réalité qui en plus est difficilement saisissable parce que par définition, ce sont des personnes qui ne sollicitent pas les soutiens, vous l'avez dit, donc vous êtes dans une démarche d'aller vers, donc moi je comprends bien pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont complètement sous les radars des institutions. Et d'ailleurs, on le voit bien dans nos familles, dans nos milieux, dans nos réseaux. C'est extrêmement compliqué de faire rentrer des professionnels à domicile chez des personnes. Mais cet endroit porté par la plateforme d'aller visiter, d'aller à la rencontre différemment, vous m'avez parlé de l'Allemagne un peu, oui. On retrouve cette approche-là. Est-ce qu'il y a un parallèle et en quoi est-ce que ça permet d'aller vers les cas complexes? Alors c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent. Disons en Allemagne, il y a quelque chose qui est institué, qui est du coup une démarche obligatoire pour les personnes qui sont monétarisées au titre de l'équivalent de l'APA, c'est-à-dire au titre de l'allocation pour personnaliser à l'autonomie. En Allemagne, la plupart des ressources financières sont mobilisées pour les familles en réalité. Donc ça doit être 2/3 des familles ou des situations, des configurations où c'est avant tout des aidants familiaux qui sont mobilisés. Il y a quand même un peu de panachage, mais il y a à peu près 50% des configurations où c'est simplement l'aide familiale qui est mobilisée et qui est rémunérée, monétarisée. C'est plus du dédommagement comme en France que de la véritable rémunération. Mais alors quand les familles entrent dans ce type de dispositif, la loi fédérale impose une visite du domicile
en fonction du niveau d'aide, donc du niveau de perte d'autonomie plus exactement, toutes les années ou tous les 6 mois. Alors, ça permet de repérer les cas complexes, ça permet d'orienter aussi. Alors, ce que ça ne permet pas, c'est de repérer les gens qui passent sous le radar, c'est-à-dire qui ne sollicitent pas du tout les dispositifs. C'est peut-être un peu moins en France qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a vraiment essayé de charger les familles, donc on s'est adressé aux familles. Mais ce que ça permet de faire, c'est de repérer. Alors, ça permet de faire 2 choses, à mon sens. On va commencer par la chose la plus positive peut-être, ça permet d'apporter de l'expertise professionnelle jusqu'au domicile des personnes. Et ça, je pense que c'est très important. Ça permet de signaler l'existence d'équipements techniques qui sont très importants pour lever les personnes, pour ne pas risquer de les faire tomber au moment de la toilette, etc. Donc ça, et puis aussi des gestes, des apprentissages, peut-être une pédagogie aussi sur les pathologies. Donc tout ça, je pense que, d'ailleurs, ça s'appelle Pflegeberatung, donc c'est le conseil en aide. C'est ça qui est mis en avant par les institutions. Donc ça, je pense que ça fonctionne très bien. Alors, ça fonctionne très bien pour la perte d'autonomie de la personne âgée. En revanche, sur le handicap, c'est les mêmes personnes qui font ça, mais qui n'ont pas la technicité du point de vue du handicap. Et puis l'autre fonction qui est quand même un peu plus latente, mais qui est là aussi, c'est de repérer les situations où ça dérape. C'est-à-dire où où il y a de la maltraitance à domicile, où de toute évidence les personnes sont mal prises en charge pour des problèmes de propreté, etc. Donc, alors, est-ce que c'est du contrôle ou est-ce que c'est du signalement? Face aux personnes vulnérables, moi je pense que ces personnes ont besoin d'être protégées, donc je pense que c'est des signalements qui sont utiles. Il y a dans ce que vous posez un profilage un peu de ce que peut être un case manager aussi. Et on en parlera tout à l'heure avec Corinne, bien sûr. Mais avant, je voudrais aller regarder une autre expérience. Nous renvoie, on était en Bretagne tout à l'heure, dans les Côtes-d'Armor. On va aller pousser un peu plus loin, jusque dans le Finistère avec vous, Jean-François. Et c'est ce beau projet Après Parents qui s'est monté, porté par cette association de parents, l'ADAPI 29, où il y a eu cette réflexion portée, partie des demandes de parents bénévoles, d'une inquiétude et d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire. Comment ça va se passer quand on ne pourra plus, quand on ne sera plus là aussi pour l'enfant que l'on accompagne, pour le proche que l'on accompagne. Et de cette réflexion, vous avez fait un premier travail exploratoire avec une doctorante qui vous a accompagné, qui a regardé, qui a vu qu'il y avait un exemple en Belgique, Madras, qui existait déjà avec des personnels dédiés qui se positionnaient pour accompagner cette transition-là un petit peu. Et ça a abouti à monter le projet Après Parents, réponse à un appel à projet de la CNSA, que vous avez porté en lien avec l'Université de Brest, qui a mené un travail d'étude dessus, puis le TAC 29 qui vous a accompagné, structure d'accompagnement. Il y a 8 organisations professionnelles qui ont répondu et qui chacune ont mobilisé des personnels. Alors ça peut être des mandataires, ça peut être des éducateurs spécialisés. 10% de leur temps, ils sont devenus référents Après Parents. Ils ont une formation assez courte, beaucoup de travail de partage d'expertise et ils ont comme ça pu accompagner les parents. On va détailler un petit peu la manière dont ça s'est passé. Mais comment cette question du vieillissement s'est manifestée auprès des adhérents et quels ont été finalement le rôle de ces référents qui se sont mis en place au fur et à mesure du temps? Alors moi je suis parent d'enfants handicapés, je suis adhérent de l'association depuis une trentaine d'années. Et donc comme dans toute association de parents, on se rencontre et on échange très régulièrement. Ces dernières années, on s'est beaucoup préoccupé du vieillissement de nos enfants et on l'est toujours. Comment on parle de transformation de l'offre, la thématique du vieillissement de nos enfants n'est pas si prise en compte que cela. Donc ça c'est une préoccupation des parents. La nouveauté, c'est qu'effectivement, il y a 2018-2019, on s'est un peu tous regardés entre parents et on a vu qu'on avait des cheveux blancs, des cheveux gris, et on s'est dit, oui, mais nous aussi, on vieillit. Et donc cette question du double vieillissement, donc du vieillissement des parents et du vieillissement de leurs enfants, eh bien c'est quelque chose de relativement neuf, en tout cas à notre niveau, c'était relativement neuf. Et ça ne va pas disparaître. Je pense que quand on regarde la démographie, alors il y a une chose qu'on n'a pas dite et qui me paraît importante, c'est que si cela se produit, c'est parce que nos enfants vivent mieux et plus longtemps. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf que je pense que les politiques publiques, c'est un constat que je fais, n'ont pas forcément pris en compte ou anticipé, je dirais, cette situation-là.
Et donc, moi, ce que je constate, c'est que, enfin, très concrètement, dans l'association, je voyais des parents qui étaient en grande difficulté, parce qu'ils sont toujours parents, donc toujours en quête du suivi de leur enfant. Et donc, il y avait cette nouveauté, c'est qu'il fallait aussi qu'on prenne soin de nous en tant que parents. Donc, c'est bon, pour interpeller, j'utilise le terme de double peine, c'est peut-être un peu excessif, mais il y a la question de notre propre vieillissement en tant que parents, dont il faut qu'on prenne compte, qu'on gère, mais aussi le vieillissement de notre enfant. Et les deux sont évidemment inséparables. Donc c'est ça qui fait l'originalité. Et effectivement, on avait reçu une étudiante de l'Université de Bretagne occidentale sur ce sujet-là. Elle avait mené une enquête auprès de nos adhérents pour essayer d'objectiver, comme disent les chercheurs, sur cette question de la préoccupation des parents. Avec, je le disais, donc des professionnels qui se sont mobilisés, profils différents, 10% de leur temps, devenant référents après parents, 110 dossiers qui sont arrivés de parents qui ont dit je vais dans l'expérimentation. Ils font quoi? Ils ont fait quoi concrètement ces référents après parents? Ils fonctionnent comment? Alors, d'abord, le premier constat que je faisais, c'est que sur cette question-là, il y a beaucoup de parents qui sont seuls. Ça a été dit déjà. Et donc, la première mission de ces professionnels, c'est d'accueillir, de permettre aux parents d'aller les rencontrer. C'était très important de pouvoir rencontrer un professionnel. Ce n'est pas simplement des discussions entre parents, c'est aller rencontrer un professionnel avec lequel on peut dire les choses en toute sécurité. Et sur cette question de l'après-parent, du décès, du vieillissement, des problèmes familiaux, il y en a aussi, entre frères et sœurs, etc. Donc tous ces sujets un peu sensibles, c'était très important d'avoir un professionnel qui soit à l'écoute. Donc ça, c'est la première fonction. Et puis aussi de conseil, puisqu'il peut orienter. Le professionnel, il va faire une analyse de la situation, non seulement du parent, mais aussi de l'enfant, enfin situation globale. Et donc, il va conseiller le parent. Une des particularités aussi du projet, c'est qu'on souhaitait que les parents puissent rencontrer plusieurs fois le professionnel en fonction de ses besoins. Donc certains ont rencontré une fois, d'autres 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fonction des problèmes qui se posaient. Il y a une chose qui a été dite qui est importante, c'est que les professionnels, alors c'est vrai qu'ils étaient assez variés, il y avait du secteur social, le secteur des mandataires judiciaires, ils se rendaient aussi, ça a été dit, à domicile. La première fois, c'était important. Et on a mis en place un réseau pour être proche, ça a été dit aussi, pour être proche des familles. Parce que les familles, à 80 ans, ils ne prennent pas la voiture pour aller à MDPH ou ailleurs. Donc cette notion du réseau était très importante. Et les professionnels ont pu donc se rendre à domicile et, ça a été dit aussi, avoir une relation humaine autour d'un café, échanger avec le parent, faire une analyse de la situation, etc. Je pense que cette relation-là est très, très importante. Et ils ne font pas la place, c'est-à-dire qu'ils ne résolvent pas les situations, ils orientent, mais c'est le parent qui fait. Et ils ont une approche, je dirais, déspécialisée, puisque du coup, ils peuvent intervenir sur beaucoup de champs qui ne sont pas leur champ d'expertise originel. Vous avez organisé un colloque en juillet, porté aussi par les travaux que l'équipe scientifique a menés sur le projet, rassemblant l'ensemble des acteurs. Finalement, quel retour vous avez à la fois des professionnels sur la manière dont ça les a bougés un petit peu et sur les parents, de la manière dont ça a permis finalement de libérer une certaine parole et un espace? Bon, les parents étaient très satisfaits. D'abord, ils ont répondu très rapidement quand on a lancé le réseau. Au bout de quelques mois, il y avait, comme vous l'avez dit, une centaine de parents. Donc déjà, ça, c'est un indicateur. Parce que quand on lance une expérimentation comme celle-là, on ne sait pas s'il va y en avoir 3, 10, 30 ou 100. Donc là, c'était quand même un indicateur très fort. Donc moi, le retour que j'ai des parents, il est vraiment très, très, très favorable. Au niveau des professionnels, donc effectivement, ils ont témoigné le 3 juillet. Et là, moi, effectivement, ils sont tous aussi... Alors, je pense qu'il y a la dimension humaine que j'évoquais. Je pense que ça donne du sens à leur travail, c'est ce qu'ils ont dit. Ils se décalent aussi un petit peu par rapport à leur pratique, puisqu'ils consacrent 10%, 0,1 ETP, à cette mission particulière. Donc, ils sortent un peu du couloir dans lequel ils sont, ça c'est important. Et puis l'autre chose qu'ils disent avoir aussi beaucoup apprécié, c'est les échanges entre eux. On les a réunis très régulièrement, des réunions à la fois pour concevoir le service,
de quoi on parle, quelles sont les questions d'éthique, etc. Puis ensuite, une fois que le réseau a été lancé, ils se sont rencontrés pour pouvoir échanger leurs pratiques, parce que finalement, c'est en rencontrant les parents qu'ils ont quelque part appris des difficultés que rencontraient les parents, donc ils se sont progressivement formés en quelque sorte. Oui, la formation, elle n'a pas été massive initialement, c'était très courte, mais c'est vraiment au fur et à mesure les communautés de pratique qui ont fait un peu, qui ont poli l'outil, si je puis dire un peu. Et au niveau des parents, quels sont les retours? Qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que ça a ouvert comme espace d'échange, comme possibilité finalement d'envisager autrement ce temps qui est un temps intime, qui est un temps douloureux, qui est un temps complexe à envisager? Moi, en tant que parent, j'ai coordonné le projet, je n'étais pas présent aux rencontres. Donc, il y a une évaluation qui est d'ailleurs toujours en cours, réalisée Françoise Lebrun-Huguin et Suzy Bossard, je cite les deux sociologues de l'université, qui sont en train de réaliser cette évaluation. Donc, moi, je ne connais pas avec finesse, disons. Par contre, ce que je vois, parce que je discute quand même avec les parents, c'est qu'effectivement, ils sont à la fois très satisfaits en termes d'écoute, ils ont des conseils, et ça leur permet en fait de préparer l'avenir, c'est-à-dire de passer à l'action quelque part, parce que beaucoup ne savent pas comment faire en fait, par où il y a des problèmes juridiques, de santé, de famille, enfin c'est très multiple, voilà. Et donc, pour qu'ils puissent avancer, anticiper, comme on dit, le vieillissement, leur propre vieillissement, celui de leur enfant, c'est tout un travail, un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ils vont parler de choses aussi sensibles. Ils vont parler de leur propre disparition, de la transmission. Oui, c'est des choses. Sur les 140 parents, qui ont rencontré les référents professionnels, la moyenne d'âge, c'était 72 ans. Donc déjà, ça se situe. La plus âgée, 95 ans. Donc vous imaginez, une femme de 95 ans qui a toujours son enfant handicapé. Voilà. Donc ça, c'est très parlant, on ne peut pas les laisser tout seuls. Donc ça, c'était très, très important, c'est vraiment la fonction première. Alors après, comme ça a été dit aussi, les professionnels n'ont pas forcément toutes les solutions. Vous le savez, dans un certain nombre de cas, les enfants sont toujours à la maison. Ils n'ont jamais été accueillis en établissement. Et puis les parents vieillissent, ils ont 70, 80, 90. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il peut y avoir des situations critiques. Moi, je trouve qu'un des intérêts que je vois à ce type de réseau, c'est aussi que ça permet de repérer les professionnels quand ils reçoivent les parents. Eh bien, ils repèrent les situations à risque, enfin fragiles. Ça rejoint ce qui a été dit. Et là, je pense qu'il faut apporter des réponses. Il ne faut pas les laisser. Il faut apporter des réponses. Donc là, nous, on ne les a pas expérimentés, on aimerait bien le faire prochainement, mais on se doit de le faire, on ne peut pas le faire. Donc moi, je considère que ce réseau, il a aussi une fonction de prévention des situations à risque. Quand on discute avec la MDPH, par exemple, très régulièrement, ils sont confrontés à cette situation de parents très âgés. C'est la mère, dans les très grandes majorités des cas, c'est la mère qui... Voilà, le mari n'est plus là. Et donc la mère, elle est à la fois confrontée à son propre vieillissement, son enfant. Donc ces situations à risque, il faut anticiper, il ne faut pas attendre. Le dispositif a été mené de manière expérimentale. C'est quoi l'après, de l'après-parent, pour vous en tout cas? Alors, on est en train d'y travailler, bien sûr. Donc le projet lui-même, il vient à terme. Vous l'avez dit, on a une convention avec la CNSA, puisqu'on a été financé dans le cadre de l'appel à projet. Donc il vient à terme fin de l'année 2025. Donc l'évaluation, je vous l'ai dit, est en cours. Il va y avoir un rapport qui sera largement diffusé mi-octobre, en principe. On travaille aussi avec l'ANSA, l'Agence nouvelle de solidarité active, qui est en charge de l'essaimage et qui va également publier un rapport. Parce que l'idée, c'est la question qu'on évoque, l'après-parent n'a rien de spécifique au Finistère. Tous les parents de France et d'ailleurs se posent ces questions-là. Et donc, nous, on a associé dès le départ l'UNAPI, on fait partie du mouvement parental. C'est important aussi d'avoir à la fois cette approche très concrète de terrain, de trouver des solutions, et en même temps, de voir comment on va pouvoir intégrer, si les résultats sont positifs, bien sûr, et comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer dans une politique publique. Ça, c'est pas simple. Et les chercheuses travaillent justement à un guide de rendu qui montrera un peu ces aspects clés là-dessus. Je voudrais prendre le regard d'Aurore,
là-dessus, parce que dans l'étude que vous meniez, vous aviez mis un paramètre intéressant, c'était ce que vous appeliez la galaxie d'aide, c'est-à-dire finalement ces personnes aidantes qui, autour d'elles, elles vont voir. Et on se rendait compte que les institutionnels, entre guillemets, ce n'étaient pas forcément ceux vers qui... Ce n'étaient pas les étoiles qui brillaient toujours le plus dans cette galaxie et ce ciel étoilé autour d'eux, au-dessus d'eux. Comment est-ce que vous réagissez à cette expérience d'après-parent et comment ça dit un positionnement possible et intéressant de ce qu'est le professionnel et de ce qu'est l'appui par rapport à la réalité de la situation de l'aidant? Oui, alors je vous remercie parce que vraiment tous les échanges sont très féconds et ramènent à pas mal d'éléments de la recherche qu'on a menée. Vous avez raison quand vous dites que finalement, en majorité, et ça rejoint un chiffre qu'a donné Olivier tout à l'heure, c'est qu'en majorité, effectivement, l'aide est informelle et elle est circonscrite au sein plutôt de la galaxie familiale. Il y a aussi de l'aide mixte, donc qui mixe effectivement l'aide formelle, l'aide familiale, familiale élargie d'ailleurs, on pourrait dire quand même, et l'aide professionnelle. Et nous, on a questionné, effectivement, déjà, quand les gens mobilisent de l'aide mixte, est-ce qu'ils sont sous-satisfaits? Est-ce qu'ils aimeraient en mobiliser plus? La réponse, c'est oui. Ils aimeraient en mobiliser plus. L'un des facteurs qu'on a identifié de par les réponses des participants à l'étude qui les empêche de mobiliser plus d'aide, c'est quand même un facteur financier, malgré tout, pour cette sous-satisfaction. Ensuite, il y a ceux qui n'en mobilisent pas. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la situation? Est-ce qu'ils aimeraient en mobiliser? Et oui, ils aimeraient en mobiliser, mais en fait, ils ont du mal à déléguer. C'est ce qu'on entend. J'ai du mal à déléguer parce que je suis devenue expert et que j'ai un tel niveau d'expertise sur mon enfant. Et c'est là où effectivement ça fait le parallèle avec ce que vous disiez sans doute sur l'expérience en Allemagne. C'est que ce qui marche bien pour les personnes âgées marche peut-être moins bien pour les personnes en situation de handicap et peut-être encore plus dans notre cadre particulier qui était le handicap rare et les maladies rares où il y a des situations complexes, du polyhandicap, une véritable expertise développée par les parents, des facteurs aggravants tels que l'épilepsie ou la combinaison de certains troubles qui viennent en fait positionner le parent comme le seul qui connaît bien son enfant et qui sait comment il faut intervenir, à quel moment, qu'est-ce qui va fonctionner ou pas, ce qui rend difficile la difficulté à déléguer. C'est aussi parce que je ne sais pas vers qui me tourner. Beaucoup de parents nous ont dit « mais moi j'aimerais beaucoup plus d'aide », mais en fait je ne sais pas où trouver l'information, je ne sais pas où trouver les professionnels. Et donc ça signifie que derrière, bien évidemment, il y a un problème d'inégalité parce qu'on n'a pas tous à la disposition les mêmes capitaux. Je dirais aussi, parce que l'histoire d'après-parents, elle est très intéressante, parce que ce que vous dites aussi dans l'étude, c'est qu'il y a un moment aussi où il faut qu'il y ait des aides, mais il y a aussi un lieu de décision et de choix pour l'aidant de trouver les bonnes aides. Et que les aides l'aident lui-même à choisir parmi ces tâches, lesquelles il veut faire, lesquelles il ne veut pas faire, lesquelles il peut faire et lesquelles il ne peut pas faire. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que ça part du besoin des personnes, ce n'est pas l'offre qui s'impose à, et qu'il y a un vrai lieu, un espace, d'ailleurs comme le tiers-lieu, un espace de concertation où on peut choisir ce dont on a besoin de parler, ce dont on ne veut pas parler. Là, on a besoin d'être aidé et là, on choisit de garder la pleine expertise à soi. Oui, alors ça fait vraiment écho en fait à l'idée que quel est l'espace de choix qui est possible pour les parents. Et cet espace de choix, en fait, on se rend compte qu'il est très restreint. Et comment on l'ouvre sans non plus dire que derrière, c'est de la responsabilité du parent après de se saisir des opportunités. L'idée n'est pas nécessairement celle-ci, mais c'est comment on l'ouvre. Et ça fait référence notamment à ce que Amartya Sen évoque quand il parle de capacité, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de regarder les ressources qui sont mises à disposition des individus ou les revenus, mais c'est la liberté réelle qu'en ont les individus de les utiliser, de les mobiliser. Lui, il dit, pour vivre la vie qu'ils ont choisi. Et ça, c'est important parce que ça signifie qu'en fait, derrière, c'est l'idée d'ouvrir effectivement ces espaces de choix. Comment on ouvre ces espaces de choix? Effectivement, à la fois en créant des conditions équitables d'accès à ces ressources,
Ça, c'est une première chose. Et puis, en levant les obstacles, des obstacles qui sont des obstacles territoriaux dans la distance que j'ai à la politique publique et aux professionnels. C'est aussi dans la distance informationnelle, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, les décisions qui sont prises par les parents, en tous les cas, des enfants en situation de handicap, elles sont faites dans un espace de choix qui est très limité. Et donc, il faut qu'on ouvre cet espace de choix pour qu'il y ait plus de liberté. Et c'est là l'enjeu, finalement, de la politique publique. Et c'est là où on peut rejoindre et décloisonner ce champ du handicap et ce champ des personnes âgées. Oui, les situations sont extrêmement diverses. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et on commence à de plus en plus l'appréhender et vouloir le montrer. C'est notamment maintenant clairement inscrit. Ça ne l'était pas dans la première stratégie nationale d'aide aux aidants, cette hétérogénéité. Ça l'est dans la deuxième. Mais par contre, quel est le socle commun ? C'est celui-ci, c'est l'espace des possibilités, les libertés réelles. On voit bien, c'est des espaces de respiration que vous donnez pour que les besoins s'expriment et rencontrent un peu les possibilités qui sont offertes à l'échelle des territoires. Et cette difficulté-là à faire respirer les choses, elle se joue aussi au niveau des expertises, au niveau du lien entre le professionnel qui intervient, l'aidant qui est présent, qui parfois du coup se trouve à faire les choses à la place du professionnel, parfois a l'impression que le professionnel lui prend un champ d'expertise qu'il a acquis malgré tout. Et il y a des frictions, il y a, c'est dit dans la vie, des espaces de négociation à retrouver entre ce qu'est le professionnel et son expertise, ce qu'est l'aidant et sa présence. Et il y a tout un enjeu là-dessus qui suppose aussi de penser le rôle et la place du professionnel. Et là, j'en arrive à cette notion de case management et à ce rôle de case manager qui peut justement apporter un endroit de réponse par rapport à ça, un espace de coordination, un espace d'écoute, un espace de négociation et de discussion là-dessus. Alors, ce modèle de case manager, il existe parce qu'on en parle beaucoup, il existe parce qu'on le voit en Suisse depuis assez longtemps, mais il est encore peu présent en France. Corinne Rougerie, vous avez repris il y a 4 ans la direction du premier DU dédié aux case managers, lancé à l'Université de Tours. Il s'adresse aux professionnels du sanitaire, du médico-social et de l'assurance. C'est un peu important de le dire parce que c'est aussi cet univers-là qui a porté à la base cette formation-là. Quels sont les profils aujourd'hui des personnes que vous accueillez dans ce DU? Quelles sont leurs motivations aussi? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser en introduction que nous ne formons pas des super-héros qui vont permettre... non, mais par contre, effectivement, je pense qu'ils peuvent effectivement apporter une pierre à l'édifice là, de ces enjeux d'expertise et d'équilibre d'expertise entre les différents acteurs concernés. Alors nous avons effectivement un public pluriel que vous avez nommé en fait. On a des travailleurs sociaux, cœur de métier, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale. On a des personnels de santé, beaucoup d'infirmiers, notamment dans le champ de la santé mentale. On a des ergothérapeutes. Et on continue effectivement à avoir des professionnels du milieu de l'assurance, historiquement parce que le DU s'est construit de cette manière-là, et parce que dans le prolongement, nous avons un partenariat notamment avec les milieux professionnels et Careo Horizon, qui nous amène aujourd'hui aussi du public du milieu des assurances, notamment sur les dimensions des personnes accidentées de la route ou de graves accidents. Mais leur motivation, c'est quoi? Et alors donc, leurs motivations, elles sont de plusieurs ordres. La première motivation, c'est celle, on a besoin d'outils, on veut de la méthode par rapport effectivement à des parcours qui sont de plus en plus fragmentés. Les deux hoches de la tête à côté en même temps. Voilà, avec effectivement des besoins multiples. Ça, c'est la première motivation. Ensuite, il y a un autre niveau qui est celui de la légitimité et de la reconnaissance. Ils viennent chercher une reconnaissance, une légitimité par le diplôme pour être reconnus par leurs pairs et par les partenaires sur les territoires. Et je dirais que la dernière motivation, ou en tout cas qui se dévoile aussi en cours de route et qui montre en cours de parcours pour le coup de formation, c'est les ressentis aussi qu'ils portent, les limites sur lesquelles ils sont contraintes, sur les freins multiples en fait, qui viennent réinterroger le cloisonnement institutionnel, alors qu'ils sont particulièrement motivés, qui sont particulièrement convaincus de l'apport qu'ils ont dans leur fonction lorsqu'ils sont déjà en poste, ils se retrouvent à nouveau confrontés malgré tout
au cloisonnement professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a il y a une diversité d'approches, d'attendus aussi, mais qui correspond à la diversité du métier aujourd'hui. Oui. Et alors, c'est un métier hybride et tel qu'il est pensé, tel qu'il est porté. Est-ce que c'est une surspécialisation? Est-ce que c'est un métier en soi? Il n'y a pas de référentiel de compétences. Vous dites même, vous le dites vous-même, la terminologie peut être trompeuse. Oui. Oui. Est-ce que c'est une approche déclinable sur différents postes? Est-ce que c'est un métier en soi? Et finalement, au fond, c'est quoi les concepts fondateurs d'un case manager ou d'une case manageuse? Alors, je pense qu'effectivement, le case management, aujourd'hui, c'est un champ professionnel et aussi théorique en construction. Mais ça peut être effectivement expliqué par la faute d'un manque de référentiel. Un manque de référentiel de compétences clairement définies, ça n'aide pas effectivement à positionner cette fonction que vous avez qualifiée effectivement d'hybride. Pour certains, il va s'agir, en fait, on va relever il va y avoir plusieurs modalités de case management sur les différents territoires et vous en avez peut-être effectivement croisé dans vos expériences sur les territoires sur lesquels vous travaillez. Moi, en tout cas, nous, on en détermine deux. Le premier profil, c'est un profil où on a une spécialisation qui est recherchée à partir d'un cœur de métier. Donc la spécialisation du case management vient enrichir le cœur de métier et c'est par exemple sous l'appellation infirmière case manager, éducateur, case manager. Et puis, il y a un deuxième profil, celui effectivement qui devient de plus en plus fréquent dans le cadre du DU. C'est une fonction à part entière qui exige une posture spécifique. Et là, effectivement, avec des savoirs transversaux. Et là, on va retrouver effectivement ce que vous disiez, une appellation non contrôlée et non contrôlable de case managers qui peut-être des fois n'en sont pas, de gestionnaires de cas qui sont peut-être des fois des case managers, des référents de parcours. Et là, effectivement, ça crée une espèce de nébuleuse sur lequel il est important, effectivement, de pouvoir revenir, redonner du sens. Alors, peut-être que, au lieu de figer ou de rechercher aussi, parce que est-ce qu'il y a un enjeu à rechercher une profession spécifique? Je ne sais pas à l'heure actuelle, mais en tout cas, on peut peut-être penser qu'il y a une approche transférable, adaptable en fonction des environnements et des territoires. Ce que vous dites et qui est intéressant, c'est en effet de voir aussi dans quelle mesure ce métier, tel qu'il arrive, interroge les autres métiers, interroge les autres postures professionnelles. Et vous dites que ça oblige à redéfinir la figure de la personne accompagnée et à redistribuer la question du pouvoir de décision. C'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'à la base, vous venez de CCAS et vous avez travaillé justement sur la notion d'accueil en CCAS. Ça a été l'objet de vos travaux de recherche. Comment cette notion de case manager, elle redéfinit finalement la posture du professionnel et elle ramène cette notion aussi de l'accueil qui est très soutenante dans les expériences qu'on a vues. Alors, peut-être qu'avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur la question du concept, parce que ces concepts en construction, ils viennent faire écho aussi à la manière dont la fonction se construit. Alors, sans rentrer dans le cadre théorique, on a quand même des concepts aujourd'hui qui sont fondateurs, c'est celui du parcours. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de parcours? Et la notion de parcours, elle renvoie à la question de la temporalité. Et comment, à un moment donné, la temporalité doit être ajustée, non pas aux besoins de l'institution, mais doit être ajustée au rythme et à la vulnérabilité des personnes. Ça, c'est, à mon avis, fondamental dans le cadre du case. Ensuite, ça vient aussi réinterroger ce que moi, je crois entendre ce matin de manière différente sur la coordination. De quelle coordination on parle? Et là, il me semble qu'on parle de coordination dédiée à la situation. Et là aussi, ça peut générer des frictions et des tensions sur les territoires. Et puis, un autre, à mon avis, concept qui est hyper important, alors c'est parce que peut-être je suis à l'université de Tours, mais c'est celui de la coélaboration, de la co-construction, et qui renvoie effectivement à comment on prend en compte aujourd'hui les savoirs d'expérience, les savoirs situés qui sont portés par ceux qui ont une expertise première, d'abord les personnes que l'on va accompagner, et effectivement les aidants également. Donc ça renvoie effectivement à venir réinterroger, c'est une transformation de posture. Et le case management, effectivement, il amène à redéfinir profondément, il me semble, la relation avec la personne accompagnée. On a beaucoup entendu parler du « avec » et on ne fait pas à la place de la personne. Et on est effectivement là en train de réfléchir, je dirais, à une logique d'expertise qui n'est plus une logique d'expertise verticale, mais une logique de co-construction. Et je pense que
ça, cette fonction, en tout cas, elle a ce mérite de venir réinterroger ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas déjà fait. Ça veut dire qu'on est obligé de le repenser et de se le redire encore et encore, et comment on peut co-construire ensemble. Et moi, j'ai tendance à dire que le case manager, il devient un peu un généraliste de la complexité. C'est-à-dire qu'il est moins centré sur son savoir disciplinaire. Oui, c'est moins l'infirmière que le case manager qu'on a envie de voir, sur sa capacité en fait à articuler les savoirs multiples et à fluidifier les relations entre les acteurs. D'un mot, par rapport aux aidants, quelle est sa position possible et la manière dont il peut assouplir ces relations? Moi, je dirais que par rapport aux aidants, il est là particulièrement pour soutenir, notamment en apportant des points de repère dans le système complexe ou qui est souvent simplement compliqué. C'est-à-dire qu'il est là déjà pour proposer une relecture aujourd'hui des systèmes dans lesquels aujourd'hui la personne lambda est perdue. Donc ça déjà, il peut permettre ce point-là. Ensuite, il est aussi, je dirais, porte-parole, traducteur effectivement de ces difficultés à saisir la complexité dans les systèmes. Et il est là également, je crois, et en fait cette participation-là et cet apport-là permet en fait de prévenir les conflits et de fluidifier les échanges, me semble-t-il, avec les aidants et les autres acteurs en les remettant dans une communauté d'expertise. Et c'est là où la question de l'accueil, elle est hyper importante. Un dernier mot, Olivier, ça répond aux enjeux de formation, d'information qui vont être clés tout de même demain pour que les aidants trouvent des interlocuteurs en face d'eux au niveau des professionnels? Oui, sans doute, parce que je pense que ça a été bien dit. Hein. L'idée, c'est que ces personnes soient des personnes ressources et qu'il y ait un travail d'animation du réseau. Toujours pareil, je pense que c'est compliqué dans le champ du handicap, tellement les pathologies sont différentes, les causes de handicap, etc. et les situations sont contrastées. Donc là, je pense qu'il faudrait rajouter une expertise supplémentaire dans le cas du handicap pour que ce soit véritablement utile. Ensuite, moi, ce qui me semble quand même... Est-ce qu'on ne va pas avoir des case managers beaucoup et tout de suite? Est-ce que finalement d'autres professionnels, services à domicile notamment, peuvent prendre un peu une partie de ce rôle-là? Alors, moi je pense que... Et d'ailleurs Emmanuel en forme dans ce cas-là. Je pense que dans le champ de la perte d'autonomie de la personne âgée, les services à domicile qui sont bien organisés, qui sont professionnalisés, qui sont organisés de façon territoriale, de façon très décentralisée, très locale, qui sont très présents dans le territoire, ils parviennent à faire ce travail-là souvent. Même si cette mission, elle n'est pas suffisamment reconnue, parce qu'ils sont proches de leur public. Parce que moi, ce qui me frappe quand même dans ce que vous disiez tout à l'heure, oui, bien sûr, il faut connaître le réseau, il faut connaître les professionnels, mais il faut connaître les personnes aussi. C'est-à-dire, il faut que vous parliez de visite à domicile, etc. Les services à domicile, enfin maintenant les services autonomie, comme on les appelle, qui font bien leur boulot, pour moi, c'est les gens ou des responsables de secteur ont le temps d'aller à domicile, de comprendre quelle est la réalité des personnes et de savoir comment organiser l'aide. Et parfois, certains conseils départementaux, d'ailleurs, reconnaissent cette mission aux services en leur donnant un petit peu d'argent pour ceux dont ils savent qu'ils travaillent bien, pour leur permettre d'assumer cette mission alors, de façon très concrète, très pragmatique, en proximité surtout avec les personnes aidées. C'est-à-dire, quelle est la réalité de ces personnes? Je voudrais qu'on regarde un peu le regard que Émilie porte et peut porter sur nos discussions. Et j'en profite si la technique peut venir m'aider parce que je n'arrive pas à afficher les questions. Et je pense qu'il y en a et donc j'aurais besoin de les transmettre. Donc pendant ce temps-là, on regarde un peu le dessin, transformer l'offre destinée aux aidants. On voit la diversité des situations d'aidants, ce qui est exprimé à travers cela. L'approche naturelle de l'aide, bien évidemment, les enjeux d'une monétisation qui ne suffit pas, le projet après parents qui a beaucoup marqué avec cette moyenne d'âge, et le rôle du case manager, outils et méthodes co-construction, avec, et j'aime bien les deux, toujours Emilia, ce petit sens du détail, de mettre à la fois ces mains qui se tiennent l'une l'autre, mais aussi cette coiffe un petit peu de dire qu'il y a vraiment des métiers à inventer. Ce n'est pas juste de la solidarité, c'est derrière tout de même du professionnel et de la professionnalisation à mettre en œuvre pour faire avancer les choses là-dessus. Et donc je trouve que là-dessus, on retrouve véritablement des pistes qui rejoignent ce qu'on a pu se dire depuis tout à l'heure
Et c'est important. Peut-être, avant les questions, un dernier mot et je reviens vers vous. Dans quelle mesure, Emmanuel, ce que vous avez mis en place en termes de formation avec les services à domicile rejoint tout ce que nous dit Olivier aussi? Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord. Après, je vais vraiment parler du soutien aux aidants. Et en fait, finalement, la compétence du professionnel qui intervient dans son soutien aux aidants, dans sa posture, pour éviter qu'il soit dans les injonctions, dans les maladresses et dans des choses qui peuvent être très heurtantes. Et donc, on a mis en place avec les centres ressources territoriaux qui ont un volet formation, en fait, des sensibilisations pour avoir des repères, créer des repères. Parce qu'aujourd'hui, de mon temps, dans les formations professionnelles, on disait vous vous occupez de la personne et de son entourage. Point. Et là, aujourd'hui, il est question de développer de quoi on parle quand on dit de soutenir l'entourage, finalement. Donc, on vient déjà clarifier que aidant, certes, c'est du jargonnage pour être dans les concepts et tout ça, et ça ne parle pas à tout le monde tout de suite. D'ailleurs, il y a de nombreux professionnels qui disent moi, je suis aidant professionnel. Alors non. En tous les cas, pas en Charente, on ne laisse pas passer. Vous êtes des professionnels de l'accompagnement, d'intervention et tout ça. Les proches aidants sont réservés aux proches aidants qui font partie de la famille ou de l'entourage familial et tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont une relation initiale, affective, de proximité qui s'est construite. Et le fait qu'on rajoute une casquette, parce qu'on n'en enlève pas une, on rajoute une casquette de proches aidants, c'est parce qu'ils ont une relation d'aide dans laquelle ils sont investis de par la situation de leurs proches. On vient de clarifier les choses. Et donc, on vient ouvrir aussi ces notions de répit et d'enjeux et toutes les complexités qui peuvent se faire quand un tiers professionnel intervient. C'est-à-dire que le refus là, de l'aide, il est peut-être parce qu'on n'a pas envie de laisser une action qui nous apporte de la proximité avec son proche. C'est aussi, peut-être qu'on a envie de faire ensemble. Et le répit, ce n'est pas que du temps séparé, donc c'est aussi peut-être d'avoir un professionnel qui intervient à ce moment-là, qui a une bonne écoute, qui peut répondre à une petite question, enfin voilà. Et du coup, je pense que c'est important, ces temps de sensibilisation et tout ça, pour faire des professionnels plus agiles eux aussi. Et d'ailleurs, on a fait tout le programme de formation sur l'année passée avec le CRT. Et on a des retours des aides à domicile qui sont vraiment chouettes parce qu'elles-mêmes, elles prennent beaucoup plus de satisfaction à être auprès des familles. Au lieu de subir certains comportements qu'elles ne comprenaient pas, d'un coup, ils mettent du sens et peuvent être plus adaptés, plus justes. Très rapidement, quelques questions, donc avec des réponses rapides, s'il vous plaît. Lien entre ce DU et le travail que font les coordonnateurs de parcours dans les équipes relais handicap rare notamment. Ah là, comme ça, en 2 mots ça va dépendre des territoires, en fait. Ça s'appelle une réponse. La complexité dans le système est-elle nécessaire ou pourrait-elle simplifier? Une part de la complexité est liée à l'histoire et ne devrait pas perdurer, ou à des histoires de budget gérées par des entités distinctes alors que tout est payé par nos impôts. C'est plutôt un commentaire, on va dire. Merci de mettre en avant les SAD dans leur possibilité pleine et entière d'assurer le case management. On fait écho à ce qui s'est dit. Dans la continuité de vos échanges sur le case management, connaissez-vous le métier d'assistant au projet et parcours de vie et est-ce qu'il peut s'assimiler? Là encore, comme on n'a pas de référentiel de compétences, je ne peux pas répondre à cette question-là, parce qu'il est même possible que ce poste-là, en fonction de où il est mis en place, il ne se développe pas de la même manière sur un autre territoire. C'est là toute la difficulté. Et l'enjeu, je pense, de penser via le case management, ça va obliger les acteurs, j'espère, à pouvoir effectivement échanger sur ce qu'ils font, jusqu'où ils vont. Parce que si on se retrouve avec une personne qui a 3 case managers, un gestionnaire de cas, un gestionnaire de parcours ou encore une autre appellation, ça ne marchera pas. En fait, c'est là la difficulté. Et c'est là, je crois, l'intérêt de venir avec cette fonction-là, parce qu'en soi, elle vient déranger. La conciliation emploi-aidance reste un angle mort. Quelles mesures concrètes permettraient d'adapter le monde du travail à ces réalités, de sécuriser les trajectoires professionnelles? Or, vous avez regardé ça, bien évidemment, à la fois avec les parcours, pour voir l'impact sur les parcours professionnels, mais pour voir aussi la place que les entreprises peuvent prendre. C'est compliqué. Cette histoire de la conciliation, je trouve autant que celle du répit, parce que les réponses à apporter sont multiples et dépendent des circonstances d'emploi. Ce n'est pas la même chose quand j'ai peut-être des horaires flexibles, que j'ai la possibilité de faire du télétravail, que lorsque je suis à un poste fixe où je dois être en présentiel sur certaines heures. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que globalement, ce sont les mères qui sont les plus impactées.
Ça, c'est ce qu'on voit dans notre étude, et que cet impact sur les trajectoires professionnelles, il va dépendre du type d'emploi qu'elles font. Et c'est là où il faut qu'on aille un petit peu plus creuser pour bien comprendre les enjeux. Est-ce que c'est une cessation d'activité totale ou partielle, avec du coup des difficultés de retour à l'emploi? Est-ce que c'est une perte de chance dans la progression? Tout ça existe en fait. Il y a un panel extrêmement varié de retentissement sur l'emploi, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut dire derrière cette conciliation emploi, aide, vie personnelle. Voilà, il y a vraiment, je trouve que le sujet est complètement ouvert là-dessus et que sans doute il faut reposer un cadre comme pour les danses. Dernière petite question, l'accès au répit reste inégal et souvent insuffisante. Quelle piste pour instaurer un droit opposable, accessible rapidement et partout, afin de préserver la santé et l'équilibre des aidants? Est-ce que c'est un sujet qui a pu résonner avec l'avis du Conseil, et est-ce que le fait de mettre en place de tels droits opposables vous paraît finalement être une manière de sécuriser et de répondre aussi aux besoins des aidants? Bon, moi, je suis un tout petit peu sceptique quant aux droits opposables, parce qu'on a bien vu dans d'autres champs d'action publique, on pourrait reparler du logement, ça n'a pas donné grand-chose. En même temps, bon, c'est pareil, on est dans un monde aussi où les signaux politiques sont importants. Donc que cette affaire-là soit sur la table quelque part, tant mieux. Ça permet de montrer qu'il y a une urgence pour les personnes, parce que le répit, je pense que ce n'est pas facultatif, c'est vraiment quelque chose qui permet aussi, c'est aussi dans le sens de l'action publique, ça permet aux gens de tenir et donc de continuer à être mobilisés au bénéfice de l'accompagnement de la perte d'autonomie ou du handicap. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui devrait être tout à fait prioritaire, mais c'est toujours pareil, ça renvoie à la disponibilité des services, et des services qui pourraient suppléer à, ou des membres de la famille qui pourraient être mobilisés. Donc il y aurait besoin de nouveau, elles aussi, d'un type de soutien qui serait adapté. Donc ça veut dire qu'en fait on a besoin d'anticiper, on a besoin d'accompagner les situations des personnes, comme sans doute vous le faites dans les Charentes, c'est-à-dire c'est toujours pareil, des situations qui sont un petit peu, sur mesure. Voilà, c'est toujours cette idée. Merci beaucoup à vous 5 pour vos éclairages sur les situations et les pistes aussi pour faire avancer la place des aidants dans la transformation de l'offre. On se retrouve à 14h pour la suite de ces rencontres. On parlera de la transformation dans le champ des services, on parlera des appuis et de l'aide qui peut être apportée aux établissements et aux personnes dans cette transformation, et puis la manière d'anticiper les enjeux à venir que peut porter une telle transformation de l'offre. À tout à l'heure.